Pierre Clastre, Archéologie de la violence. Deuxième épisode. Rappelons avant de débuter cette vidéo les dernières phrases de l'auteur. Le discours reçu sur la société et la guerre primitive est hétérogène. Il se développe selon 3 grandes directions. Il y a sur la guerre un discours naturaliste, un discours économiste et un discours échangiste. Le discours naturaliste se trouve énoncé avec une fermeté particulière par A. Leroi-Gourhan dans son ouvrage Le geste et la parole, et notamment dans l'avant-dernier chapitre du tome 2, où l'auteur développe en une vue d'une indiscutable et très discutable ampleur sa conception historico-ethnologique de la société primitive et des transformations qui la modifient. Conformément à l'indissoluble conjonction entre société archaïque et phénomène guerrier, l'entreprise générale de Leroi-Gourhan inclut logiquement une visée de la guerre primitive, visée dont le sens est suffisamment indiqué par l'esprit qui parcourt toute l'œuvre et par le titre du chapitre où elle prend place, l'organisme social. Nettement affirmé, le point de vue organiciste sur la société appelle et englobe de manière tout à fait cohérente une certaine idée de la guerre. Qu'en est-il donc de la violence, selon Leroi-Gourhan ? Sa réponse est claire. Le comportement d'agression appartient à la réalité humaine, depuis les australopithèques au moins, et l'évolution accélérée du dispositif social n'a rien changé au lent déroulement de la maturation phylectique. L'agression comme comportement, c'est-à-dire l'usage de la violence, est ainsi rapportée à l'humanité comme espèce. Elle lui est coextensive. Propriété, en somme géologique, de l'espèce humaine, la violence est identifiée ici comme un fait d'espèce irréductible, comme une donnée naturelle qui plonge ses racines dans l'être biologique de l'homme. Cette violence spécifique, réalisée dans le comportement agressif, n'est pas sans cause, ni fin. Elle est toujours orientée et dirigée vers un but. Dans tout le cours du temps, l'agression apparaît comme une technique fondamentalement liée à l'acquisition, et chez le primitif, son rôle de départ est dans la chasse, où l'agression et l'acquisition alimentaire se confondent. Inhérente à l'homme comme être naturel, la violence se détermine donc comme moyen de subsistance, comme moyen d'assurer la subsistance, comme moyen d'une fin naturellement inscrite au cœur de l'organisme vivant, survivre. D'où l'identification de l'économie primitive comme économie de la prédation. L'homme primitif est, en tant qu'homme, voué au comportement d'agression. En tant que primitif, il est à la fois apte et déterminé à synthétiser sa naturalité et son humanité dans le codage technique d'une agressivité très lourde utile et rentable. Il est chasseur. Admettons cette articulation entre la violence, disciplinée en technique d'acquisition alimentaire, et l'être biologique de l'homme dont elle a pour mission de maintenir l'intégrité. Mais où se situe cette agression si particulièrement manifestée dans la violence guerrière ? Leroi-Gourhan nous l'explique. Entre la chasse et son doublé, la guerre, une subtile assimilation s'établit progressivement à mesure que l'une et l'autre se concentrent dans une classe qui est née de la nouvelle économie, celle des hommes d'armes. Voilà donc que se trouve levé, en une phrase, le mystère de l'origine de la division sociale. Par assimilation subtile, les chasseurs deviennent peu à peu les guerriers qui, détenteurs de la force armée, possèdent dès lors les moyens d'exercer à leur profit le pouvoir politique sur le reste de la communauté. On peut s'étonner de la légèreté de tels propos, sous la plume d'un savant dont l'œuvre est, à juste titre, exemplaire dans sa spécialité, la préhistoire. Tout cela demanderait un exposé spécial, mais la leçon à tirer est claire. Il y a bien plus que de l'imprudence à parier sur le continuisme dans l'analyse des faits humains, à rabattre le social sur le naturel, l'institutionnel sur le biologique. La société humaine relève non d'une zoologie, mais de la sociologie. Revenons donc au problème de la guerre. Celle-ci hériterait donc de la chasse, technique d'acquisition alimentaire, sa charge d'agressivité. La guerre ne serait qu'une répétition, un doublé, un redéploiement de la chasse. Plus prosaïquement dit, la guerre, pour Leroi-Gourhan, c'est la chasse à l'homme. Est-ce vrai ou faux ? Il n'est pas difficile de le savoir puisqu'il suffit de consulter cela même dont croit parler Leroi-Gourhan, les primitifs contemporains. Que nous enseigne l'expérience ethnographique ? Il est bien évident que si le but de la chasse, c'est acquérir de la nourriture, le moyen de l'atteindre est une agression. Il faut bien tuer l'animal pour le manger. Mais il faut alors inclure dans le champ de la chasse comme technique d'acquisition tous les comportements destructeurs d'une autre forme de vie en vue de s'en nourrir. Non seulement les animaux, poissons et oiseaux carnivores, mais les insectivores, agression loisir sur la mouche qu'ils gobent, etc. En fait, toute technique d'acquisition alimentaire violente devrait logiquement s'analyser en termes de comportement d'agression. Il n'y a aucune raison de privilégier le chasseur humain par rapport au chasseur animal. En réalité, ce qui motive principalement le chasseur primitif, c'est l'appétit,
à l'exclusion de tout autre sentiment. Le cas des chasses non alimentaires, c'est-à-dire rituelles, relève de notre domaine. Ce qui distingue radicalement la guerre de la chasse, c'est que la première repose entièrement sur une dimension absente de la seconde, l'agressivité. Et il ne suffit pas que la même flèche puisse tuer un homme ou un singe pour identifier la guerre et la chasse. C'est bien pourquoi on ne peut les rapporter l'une à l'autre. La guerre est un pur comportement d'agression et d'agressivité. Si la guerre c'est la chasse, alors la guerre c'est la chasse à l'homme. La chasse devrait être alors la guerre au bison, par exemple. À moins de supposer que le but de la guerre est toujours alimentaire et que l'objet de ce type d'agression est l'homme comme gibier destiné à être mangé, cette réduction de la guerre à la chasse qu'opère le roi Gourand ne repose sur aucun fondement. Car si la guerre est bien le doublé de la chasse, alors l'anthropophagie est généralisée et son horizon. On sait bien qu'il n'en est rien. Même chez les tribus cannibales, le but de la guerre n'est jamais de tuer les ennemis pour les manger. Bien plus, cette biologisation d'une activité telle que la guerre conduit inévitablement à en évacuer la dimension proprement sociale. L'inquiétante conception de Leroi-Gourhan mène à une dissolution du sociologique dans le biologique. La société y devient un organisme social, et toute tentative d'articuler sur la société un discours non zoologique s'y révèle d'avance vaine. Il s'agira d'établir au contraire que la guerre primitive ne doit rien à la chasse, qu'elle s'enracine non pas dans la réalité de l'homme comme espèce, mais dans l'être social de la société primitive, qu'elle fait signe par son universalité non vers la nature, mais vers la culture. Le discours économiste est en quelque sorte anonyme, en ce qu'il n'est pas l'œuvre précise d'un théoricien déterminé, mais plutôt l'expression d'une conviction générale, une certitude vague du sens commun. Ce discours s'est formé au XIXe siècle, dès lors que l'on a commencé en Europe à penser séparément l'idée de sauvagerie et l'idée de bonheur. Dès lors qu'à tort ou à raison, s'est disjointe la croyance que la vie primitive, c'était la vie heureuse. Il s'est alors produit un retournement du discours ancien en son contraire. Le monde des sauvages fut désormais, à tort ou à raison, le monde de la misère et du malheur. Beaucoup plus récemment, ce savoir populaire a reçu des sciences dites humaines un statut scientifique. Il est devenu discours savant, discours des savants. Les fondateurs de l'anthropologie économique, accueillant comme vérité la certitude de la misère primitive, se sont voués à en dégager les raisons et à en dévoiler les conséquences. De cette convergence entre le sens commun et le discours scientifique résulte donc cette proclamation sans cesse rabâchée par les ethnologues. L'économie primitive est une économie de subsistance, qui permet seulement aux sauvages de subsister, c'est-à-dire de survivre. Si l'économie de société ne peut dépasser le seuil piteux de la survivance, de la non-mort, c'est à cause de son sous-développement technologique et de son impuissance devant un milieu naturel qu'elle ne parvient pas à dominer. L'économie primitive est ainsi une économie de la misère, et c'est sur son fond que vient prendre place le phénomène de la guerre. Le discours économiste rend compte de la guerre primitive par la faiblesse des forces productives. La rareté des biens matériels disponibles entraîne la concurrence entre les groupes que le besoin pousse à vouloir se les approprier. Et cette lutte pour la vie aboutit au conflit armé. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il faut noter que cette explication de la guerre primitive par la misère des sauvages est reçue comme une évidence sur laquelle il n'y a pas lieu de s'interroger. M. Davy, en son essai déjà cité, illustre parfaitement ce point de vue. Mais chaque groupe, outre la lutte qu'il mène pour son existence contre la nature, doit soutenir une concurrence contre tout autre groupe avec lequel il entre en contact. Des rivalités et des collisions d'intérêts de produisent. Et quand celles-ci dégénèrent en contestation par la force, nous appelons cela une guerre. Et encore, la guerre a été définie. Une contestation par la force naissant entre des groupes politiques sous l'action de la concurrence vitale. Ainsi, l'importance de la guerre dans un groupe donné varie en raison directe de l'intensité de sa concurrence vitale. Cet auteur, on l'a vu, constate, à partir de l'information ethnographique, l'universalité de la guerre dans la société primitive. Seuls les Esquimaux du Groenland échappent à cette condition. Exception due, explique Davy, à l'extrême hostilité du milieu naturel qui leur interdit de consacrer l'énergie à autre chose qu'à la recherche de la nourriture. La coopération dans la lutte pour l'existence est absolument impérative dans leur cas. Mais pourrait-on observer, les Australiens ne paraissent pas mieux lotis dans leurs déchets surchauffés que les Esquimaux sur la neige. Ils n'en sont pourtant pas moins guerriers que les autres peuples. Il convient également de remarquer que ce discours savant, simple énoncé scientifique du postulat populaire sur la misère primitive, s'ajuste exactement, volens nolens, à l'avatar le plus récent de la conception marxiste de la société, à savoir l'anthropologie marxiste. Pour ce qui concerne la question de la guerre primitive, c'est à des anthropologues nord-américains que l'on doit, si l'on peut dire, l'interprétation marxiste.
Plus rapides que leurs corolégionnaires français, prompts pourtant à dire la vérité marxiste, qui sur les clashes d'âge africaines ou le backlash américain, qui sur les rapports entre hommes et femmes, n'importe où. Des chercheurs tels que M. Harris ou D. Gross expliquent les raisons de la guerre chez les Indiens amazoniens, notamment les Yanomami. Qui attendent de ce marxisme une Uber imprévue sera bien déçu. Ces tenants n'en disent pas plus, et en pensent sans doute moins, que tous leurs prédécesseurs non marxistes. Si la guerre est particulièrement intense chez les Indiens sud-américains, c'est dû, selon Gross et Harris, à la rareté des protéines dans l'alimentation, à la nécessité consécutive de conquérir de nouveaux territoires de chasse et à l'inévitable conflit armé avec les occupants de ces territoires. Bref, la très vieille thèse formulée, entre autres par Davy, de l'incapacité de l'économie primitive à fournir à la société une nourriture adéquate. Contentons-nous d'indiquer un point qu'on ne peut développer ici plus avant. Si le discours marxiste, discours économiste, s'il en fut, s'assimile aussi aisément les représentations les plus sommaires du sens commun, c'est ou bien que ce sens commun est marxiste spontanément, ou bien que ce marxisme-là ne se distingue du sens commun que par la comique prétention à se poser comme discours scientifique. Mais il y a quelque chose de plus. Le marxisme, en tant que théorie générale de la société, et aussi de l'histoire, est obligé de postuler la misère de l'économie primitive, c'est-à-dire le très faible rendement de l'activité de production. Pourquoi ? Parce que la théologie marxiste de l'histoire, et il s'agit ici de la théorie même de Karl Marx, découvre la loi du mouvement historique et du changement social dans la tendance irrépressible des forces productives à se développer. Mais pour que l'histoire se mette en marche, pour que les forces productives prennent leur essor, il faut bien qu'au point de départ de ce processus, ces mêmes forces productives existent d'abord dans la plus extrême faiblesse, dans le plus total sous-développement. Faute de quoi, il n'y aurait pas la moindre raison pour qu'elles tendent à se développer, et l'on ne pourrait articuler changement social et développement des forces productives. C'est pourquoi le marxisme, comme théorie de l'histoire fondée sur la tendance des forces productives au développement, doit se donner, comme point d'appui, une sorte de degré zéro des forces productives. C'est exactement l'économie primitive, pensée dès lors comme économie de la misère, comme économie qui, voulant s'arracher à la misère, tendra à développer ses forces productives. Ce serait, pour beaucoup, une grande satisfaction de connaître là-dessus, s'ils parviennent à le donner, le point de vue des anthropologues marxistes. Très prolixes quant à l'invention des formes d'exploitation dans les sociétés primitives, aînés, cadets, hommes, femmes, etc., ils sont beaucoup moins discertes quant au fondement de la doctrine dont ils se réclament. Car la société primitive pose à la théorie marxiste une question cruciale. Si l'économique n'y constitue pas l'infrastructure au travers de quoi il devient transparent de l'être social, si les forces productives, ne tendant pas à se développer, ne fonctionnent pas comme déterminants du changement social, quel est alors le moteur qui met en marche le mouvement de l'histoire ? Revenons, ceci dit, au problème de l'économie primitive. Est-elle, oui ou non, une économie de la misère ? Ces forces productives représentent-elles ou non le minimum possible du développement ? Les recherches les plus récentes et les plus scrupuleuses d'anthropologie économique démontrent que l'économie des sauvages, ou mode de production domestique, permet en réalité une satisfaction totale des besoins matériels de la société, au prix d'un temps limité d'activité de production et d'une faible intensité de cette activité. En d'autres termes, loin de s'épuiser sans cesse à tenter de survivre, la société primitive, sélective dans la détermination de ses besoins, dispose d'une machine de production apte à les satisfaire. Elle fonctionne en fait selon le principe « à chacun selon ses besoins ». C'est pourquoi M. Salins a pu, à bon droit, parler de la société primitive comme de la première société d'abondance. Les analyses des Salins et de l'ISO sur la quantité de nourriture nécessaire à une communauté et sur le temps consacré à se la procurer indiquent que les sociétés primitives, qu'il s'agisse de chasseurs nomades ou d'agriculteurs sédentaires, sont en réalité, au vu des faibles temps voués à la production, de véritables sociétés de loisirs. Les travaux de Salins et ceux de l'ISO retrouvent ainsi et confirment le matériel ethnographique fourni par les anciens voyageurs et chroniqueurs. Le discours économiste, dans ses variantes populaires, savantes ou marxistes, explique la guerre par la concurrence des groupes en vue de s'approprier des biens rares. Il serait déjà difficile de comprendre d'où les sauvages engagés à plein temps dans une recherche épuisante de la nourriture dégageraient l'énergie et le temps supplémentaire pour guerroyer contre leurs voisins. Mais en outre, les recherches actuelles montrent que l'économie primitive est au contraire une économie de l'abondance et non de la rareté. La violence ne s'articule donc pas à la misère, et l'explication économiste de la guerre primitive voit s'effondrer son point d'appui. L'universalité de l'abondance primitive interdit précisément qu'on puisse lui rapporter l'universalité de la guerre. Pourquoi les tribus sont-elles en guerre ? Au moins savons-nous déjà ce que vaut la réponse matérialiste. Et si l'économique n'a rien à voir avec la guerre,
alors faudra-t-il peut-être tourner le regard vers le politique. Le discours échangiste sur la guerre primitive soutient l'entreprise sociologique de Claude Lévi-Strauss. Semblable affirmation paraîtra de prime abord paradoxale. Dans l'œuvre, pourtant considérable de cet auteur, la guerre n'occupe en effet, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'un mince volume. Mais, outre que l'importance d'un thème ne se mesure pas nécessairement à l'espace qui lui est alloué, il se trouve en l'occurrence que la théorie générale de la société élaborée par Lévi-Strauss dépend étroitement de sa conception de la violence. L'enjeu de cette conception, c'est le discours structuraliste lui-même sur l'être social primitif. Il s'agit donc de prendre la mesure de cet enjeu. La question de la guerre est envisagée en un unique texte, où Lévi-Strauss analyse les relations qu'elle entretient, chez les Indiens d'Amérique du Sud, avec le commerce. La guerre s'y trouve clairement située dans le champ des relations sociales. Chez les Nampiquara, comme sans doute chez de nombreuses populations de l'Amérique précolombienne, la guerre et le commerce constituent des activités qu'il est impossible d'étudier isolément. Et encore, les conflits guerriers et les échanges économiques ne constituent pas seulement en Amérique du Sud deux types de relations coexistantes, mais plutôt les deux aspects, opposés et indissolubles, d'un seul et même processus social. On ne peut donc, selon Lévi-Strauss, penser la guerre pour elle-même. Elle ne possède pas de spécificité propre, et ce type d'activité, loin de requérir un examen particulier, ne peut au contraire se comprendre que dans la continuité propre aux éléments du tout social. En d'autres termes, il n'y a pas dans la société primitive d'autonomie pour la sphère de la violence. Celle-ci ne prend sens que rapportée au réseau général des relations qui enserre les groupes. La violence est seulement un cas particulier de ce système global. Si Lévi-Strauss veut indiquer par là que la guerre primitive est une activité d'ordre strictement sociologique, nul, bien entendu, ne le contestera. À l'exception toutefois de Leroy-Gourhan, qui dissout quant à lui l'activité guerrière dans l'ordre biologique. Certes, Lévi-Strauss ne s'en tient pas à ces vagues généralités. Il fournit au contraire une idée précise sur le mode de fonctionnement de la société primitive, amérindienne en tout cas. L'identification de ce mode de fonctionnement revêt la plus haute importance, puisqu'il détermine la nature et la portée de la violence et de la guerre, puisqu'il les détermine dans leur être. Qu'en est-il pour Lévi-Strauss du rapport entre guerre et société? La réponse est nette. Les échanges commerciaux représentent des guerres potentielles, pacifiquement résolues, et les guerres sont l'issue de transactions malheureuses. Non seulement, donc, la guerre s'inscrit dans le champ du sociologique, mais elle reçoit son être et son sens ultime du fonctionnement particulier de la société primitive. Les relations entre communautés, tribus, bandes, groupes locaux, peu importe, sont d'abord commerciales, et c'est de la réussite ou de l'échec de ces entreprises commerciales que dépendent la paix ou la guerre entre les tribus. Non seulement guerre et commerce sont à penser dans la continuité, mais c'est même le commerce qui détient, par rapport à la guerre, une priorité sociologique, une priorité en quelque sorte ontologique, parce qu'il prend place au cœur même de l'être social. Ajoutons enfin que, loin d'être nouvelle, l'idée d'une conjonction entre guerre et commerce est en fait une banalité ethnologique, au même titre que la conviction de la rareté comme horizon de l'économie primitive. Ainsi trouve-t-on affirmé, exactement dans les mêmes termes que ceux de Lévi-Strauss, la relation intrinsèque entre guerre et commerce, par Davy par exemple. Dans les cas primitifs, le commerce est souvent une alternative à la guerre, et la manière dont il est conduit montre qu'il est une modification de celui-ci. Mais, pourrait-on objecter, le texte discuté, d'ailleurs mineur, ne met nullement en jeu la théorie générale de l'être social telle que l'a développée Lévi-Strauss, en des travaux d'une autre dimension. Il n'en est rien. En effet, les conclusions théoriques de ce texte prétendu mineur se trouvent intégralement reprises dans la grande œuvre sociologique de Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, en conclusion d'un des chapitres les plus importants, le principe de réciprocité. Il y a un lien, une continuité entre les relations hostiles et la fourniture de prestations réciproques. Les échanges sont des guerres pacifiquement résolues, les guerres sont l'issue de transactions malheureuses. À ceci près tout de même que, dans la même page, se trouve explicitement, et sans commentaire, éliminée l'idée de commerce. Décrivant les échanges de cadeaux entre groupes indiens étrangers, Lévi-Strauss prend soin de marquer son abandon de la référence au commerce. Il s'agit donc bien de dons réciproques et non d'opérations commerciales. Examinons tout cela de plus près. La fermeté avec laquelle Lévi-Strauss distingue le don réciproque de l'opération commerciale est tout à fait légitime. Encore ne sera pas-il superflu d'expliquer pourquoi, en un rapide détour par l'anthropologie économique. Si la vie matérielle des sociétés primitives se déroule sur fond d'abondance, le mode de production domestique présente en outre une propriété essentielle que met en relief la réflexion de Salins. Il est sous-tendu par un idéal d'autarcie. Chaque communauté aspire à produire elle-même tout le nécessaire à la subsistance de ses membres. Autrement dit,
L'économie primitive tend à la fermeture de la communauté sur elle-même, et l'idéal d'autarcie économique en dissimule un autre, dont il est le moyen, l'idéal d'indépendance politique. En décidant de ne dépendre que d'elle-même pour sa production de consommation, la communauté primitive, village, bande, etc., exclut par là même la nécessité de relations économiques avec les groupes voisins. Ce n'est pas le besoin qui fonde les relations internationales dans la société primitive, laquelle est capable précisément de satisfaire tous ses besoins sans se voir contrainte de solliciter l'assistance d'autrui. On produit tout, nourriture et instruments, ce dont on a besoin. On est donc en mesure de se passer des autres. En d'autres termes, l'idéal autarcique est un idéal anticommercial. Comme tout idéal, il ne se réalise pas toujours, ni partout. Mais des sauvages, on peut dire que, si les circonstances l'exigent, ils peuvent se vanter de se passer des autres. C'est pourquoi le mode de production domestique ignore les relations commerciales que son fonctionnement économique tend précisément à exclure. La société primitive, en son être, refuse le risque, immanent au commerce, d'aliéner son autonomie, de perdre sa liberté. Aussi est-ce à bon droit que le Lévi-Strauss de structure s'est gardé de reprendre ce qu'il écrivait dans Guerre et commerce. Si l'on veut donc comprendre quelque chose à la guerre primitive, il faut éviter de l'articuler à un commerce qui n'existe pas. Ainsi, ce n'est plus le commerce qui donne sens à la guerre, c'est l'échange. L'interprétation de la guerre relève de la conception échangiste de la société. Il y a continuité entre la guerre, issue de transactions malheureuses, et l'échange, guerre pacifiquement résolue. Mais, de même que dans la première version de la théorie lévi-straussienne de la violence, la guerre était visée comme la non-réussite éventuelle du commerce, de même, dans la théorie échangiste, voyons-nous attribuer une équivalente priorité à l'échange, dont la guerre n'est que l'échec. En d'autres termes, la guerre ne possède par elle-même aucune positivité. Elle exprime non pas l'être social de la société primitive, mais la non-réalisation de cet être, qui est être pour l'échange. La guerre, c'est le négatif et la négation de la société primitive, en tant qu'elle est le lieu privilégié de l'échange, en tant que l'échange est l'essence même de la société primitive. Selon cette conception, la guerre, comme dérapage, comme rupture du mouvement vers l'échange, ne saurait représenter que la non-essence, le non-être de la société. Elle est l'accessoire par rapport au principal, l'accident par rapport à la substance. Ce que veut la société primitive, c'est l'échange. Tel est son désir sociologique, lequel tend constamment à se réalise effectivement presque toujours, sauf en cas d'accident. Alors surgissent la violence et la guerre. La logique de la conception échangiste conduit ainsi à une quasi-dissolution du phénomène guerrier. La guerre, dépourvue de positivité par la priorité attribuée à l'échange, y perd toute dimension institutionnelle. Elle n'appartient pas à l'être de la société primitive. Elle n'en est qu'une propriété accidentelle, hasardeuse, inessentielle. La société primitive est pensable sans la guerre. Ce discours échangiste sur la guerre primitive, discours immanent à la théorie générale que développe Lévi-Strauss sur la société primitive, ne tient pas compte du donné ethnographique. Quasi-universalité du phénomène guerrier, quelles que soient les sociétés considérées, leur milieu naturel ou leur mode d'organisation socio-économique. Intensité, variable naturellement de l'activité guerrière. La conception échangiste et son objet tombent donc, en quelque sorte, à l'extérieur l'un de l'autre. La réalité primitive déborde le discours de Lévi-Strauss. Non par négligence ou ignorance de l'auteur, mais parce que la prise en compte de la guerre est incompatible avec son analyse de la société. Analyse qui ne se soutient donc que d'exclure la fonction sociologique de la guerre dans la société primitive. Est-ce à dire qu'il faut, pour respecter la réalité primitive en toutes ses dimensions, abandonner l'idée de la société comme lieu de l'échange? Nullement. Ce n'est pas en effet une alternative, ou l'échange, ou la violence. Ce n'est pas l'échange en lui-même qui est contradictoire avec la guerre, mais le discours qui rabat l'être social de la société primitive exclusivement sur l'échange. La société primitive, c'est l'espace de l'échange, et c'est aussi le lieu de la violence. La guerre, au même titre que l'échange, appartient à l'être social primitif. On ne peut pas, et c'est ce qu'il s'agira d'établir, penser la société primitive sans penser en même temps la guerre. Pour Hobbes, la société primitive, c'est de la guerre de chacun contre chacun. Le point de vue de Lévi-Strauss est symétrique, et inverse de celui de Hobbes. La société primitive, c'est l'échange de chacun avec chacun. Hobbes manquait l'échange, Lévi-Strauss manque la guerre. Mais s'agit-il d'autre part de juxtaposer simplement le discours sur l'échange et le discours sur la guerre? La réhabilitation de la guerre comme dimension essentielle de la société primitive laisse-t-elle subsister intacte l'idée de l'échange comme essence du social? C'est évidemment impossible. Se tromper sur la guerre, c'est se tromper sur la société. D'où provient l'erreur de Lévi-Strauss? D'une confusion des plans sociologiques où fonctionnent respectivement l'activité guerrière et l'échange. À vouloir les situer sur le même plan, on est fatalement conduit à éliminer l'un ou l'autre,
à déformer ainsi, en la mutilant, la réalité sociale primitive. L'échange et la guerre sont évidemment à penser, non pas selon une continuité qui permettrait de passer par degrés de l'un à l'autre, mais selon une discontinuité radicale, qui seule manifeste la vérité de la société primitive.